C'est-à-dire que les gens de ma génération ont commencé par être des compositeurs au sens, je dirais, presque traditionnel du terme. J'écrivais pour orchestre, j'écrivais pour des ensembles instrumentaux, etc. J'ai été élève de Pierre Boulez, entre autres. Et j'ai commencé ma carrière jusqu'à une trentaine d'années uniquement en tant que compositeur d'écriture, avec un éditeur, tout ça, dans la tradition moderne. Et puis c'est seulement à 30 ans que j'ai eu la chance d'être invité par Karlheinz Stockhausen, qui était un grand compositeur allemand, qui m'a fait venir à son studio électronique à la VDR à Cologne. Et c'est à 30 ans que j'ai produit ma première œuvre électronique. Et comme ça m'a beaucoup enthousiasmé, ce milieu électroacoustique, c'était très extraordinaire. Donc je me suis mis à faire de plus en plus de musique électroacoustique et j'ai laissé de plus en plus les orchestres au vestiaire, si je peux dire. Et je dois dire que j'ai eu plusieurs fois d'ailleurs dans ma vie des créations orchestrales qui se heurtaient à des hostilités des musiciens d'orchestre qui n'aimaient pas jouer la musique moderne alors qu'ils la jouaient mal, etc. Et avec l'électroacoustique, je me suis senti plus libre, plus dégagé, c'est-à-dire que le musicien, dans ce cas-là, devient un peu comme un peintre ou un poète. C'est-à-dire, le poète, il contrôle son papier, il n'a pas besoin de superstructures ultra professionnelles, il n'a pas besoin d'un orchestre symphonique et tout ça pour faire sa poésie. Le peintre, c'est la même chose, il fait sa toile, il fait son travail, ou même s'il fait des objets, etc. Il a une certaine autonomie. Alors que nous, en tant que compositeurs d'origine traditionnelle, nous devions dépendre des grands orchestres symphoniques, des grands ensembles instrumentaux, beaucoup de répétitions, beaucoup de préparation, c'est-à-dire des budgets assez coûteux, etc. Et nous n'étions pas suffisamment libres pour pouvoir nous exprimer individuellement avec toute l'ampleur désirable. Et c'est ça le grand progrès des technologies nouvelles et de l'électroacoustique, c'est de donner cette autonomie de production au compositeur. C'est-à-dire que le compositeur fabrique son son, le fait entendre, le publie, etc. Et il maîtrise à peu près tous les niveaux de la profession. Alors qu'avant, ces niveaux étaient complètement séparés. Il fallait un éditeur papier, etc. C'est beaucoup d'étapes pour arriver voilà. Au final. C'est la raison pour laquelle maintenant je ne fais plus que de l'électroacoustique. Ah oui, donc vous avez vraiment laissé de côté... J'ai complètement basculé dans l'autre côté avec beaucoup de critiques de la part des éditeurs, même certains éditeurs qui sont venus me voir en me disant « Mais écoutez, vous ne devriez pas faire trop d'électronique tout de même. Donc, faites-ça un peu pour votre recherche. » parce qu'ils voulaient avoir des partitions à vendre, etc. Ils voulaient avoir de l'écriture. Vous savez, on a actuellement deux mondes de la musique qui sont vraiment en opposition. Le monde des orchestres, le monde de l'écriture, le monde qui vient de la musique traditionnelle, si je peux dire, enfin, la musique classique, même si c'est sous la forme de modernité atonale et sérialiste, etc. Et puis le monde de l'électroacoustique qui s'oppose complètement, parce que le monde de l'électroacoustique remet en cause toute la société, tous les niveaux de production. C'est une révolution à la base de la pratique musicale. Et c'est pourquoi c'est très important. Je suis persuadé que le futur de l'électroacoustique va se développer. Et puis, il y a une tendance aujourd'hui dans la musique de haut niveau, n'est-ce pas, à avoir du mépris, à dire oh, bah, c'est l'électronique, ça c'est rien. On essaie de pousser l'électronique vers les musiques populaires, les musiques industrielles, les musiques de grande masse de consommation, comme ça. Parce que c'est vrai que tous ces outils-là sont fortement utilisés par le cinéma et toutes les technologies modernes. Hein. Mais en même temps, je milite pour que cette musique soit reconnue au niveau des grandes œuvres, des grandes œuvres artistiques, comme l'étaient les symphonies du temps jadis, pour qu'on garde ce niveau d'ambition importante d'une œuvre artistique qui s'impose. Et il faut du temps. Vous savez, pour qu'une société, pour une société se transforme, il faut du temps, il faut peut-être plusieurs générations. Puis ce qui m'a beaucoup impressionné tout de même, c'est les relations mondiales. Pendant longtemps, je me suis passionné pour les musiques non européennes, les musiques d'autres cultures, comme l'Inde ou le Japon, la Chine, etc. Mais aujourd'hui, avec la technologie électronique, on arrive à communiquer à toute vitesse à travers le monde entier.
Et j'ai beaucoup d'amis chinois, japonais, etc. Et ça, c'est un des avantages de l'époque moderne. C'est sûr. Cette grande communication comme ça. Je suppose en plus que ça modifie pas mal la manière dont on crée la musique aussi. Ah, ça la modifie profondément. Oh oui, ah oui, ah oui. On est loin d'une époque classique. Là, pour l'instant, on est dans un espèce de chaos où chacun essaie de tirer la couverture dans ses directions personnelles, mais il n'y a pas d'idéologie commune, si vous voulez, actuellement. C'est ça l'un des gros problèmes. On est plutôt dans une situation un peu anarchique où chacun va dans sa direction individuelle, etc. Alors il est vrai que dans le passé, dans la musique de l'ancien temps, il y avait toujours une idéologie dominante, une technologie dominante, et tout le monde s'y raccrochait. Alors ça, c'est peut-être l'étape future qui va venir, que des nouveaux critères esthétiques, technologiques, de langage musical puissent s'imposer et réunir un petit peu l'ensemble des musiciens.